Je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, nous avons la session euh, se concentrant sur l'innovation verte. Et cette session va parler de net zéro et de l'avenir. Je suis heureuse de présenter notre modérateur pour cette session. Monsieur Yankee est à l'université de la Corée. Il est aussi le président des politiques orientées vers l'environnement. Merci beaucoup, je vous remercie. Je suis aussi membre de STEPI et je suis aussi le président du comité sur la science, la technologie. Alors, je vais vous introduire cette première session qui est très importante. En tant que président, je suis vraiment très heureux cette année, en 2022, de ce forum et notamment du sujet de ce forum, l'innovation verte. Je suis vraiment très heureux que ce forum se concentre sur l'innovation verte parce que je pense que l'innovation sur la base de la science et de la technologie est fondamentale si l'on veut atteindre notre objectif d'émission zéro. Ceci dit, je voudrais mettre en exergue deux contextes de cette session, de cette mission pour les politiques orientées vers les missions. Je voudrais souligner deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a une pression qui ne cesse de croître pour l'action. Et pour que l'action s'occupe de ce défi social qu'est le changement climatique, il y a aussi une autre pression, à savoir le consensus dans les... parce que sans un partenariat, une politique qui rassemble tous, nous n'arriverons pas à pouvoir relever ces défis. Alors, on essaie d'intégrer, de coordonner un certain nombre d'instruments à cette fin. La bonne volonté des acteurs publics et privés pour relever ces défis et ces cibles. Ces défis peuvent prendre plusieurs formes et en général se tournent vers l'innovation axée sur la mission. Et ça concerne notre première session. Récemment, la Covid-19 a montré que l'action collective peut aider à résoudre les défis sociaux, et ceci très rapidement. La question immédiate, c'est est-ce que cette politique orientée sur la mission va permettre d'atteindre nos objectifs. Dans ce cadre, je voudrais présenter un certain nombre de notes. Il y en a beaucoup, mais je voudrais quand même vous encourager très fortement à lire ce document très intéressant. Est-ce que les politiques orientées sur les missions peut réellement nous permettre d'atteindre les nombreuses promesses qui ont été faites? Cela a été écrit par mon collègue, M. Philippe Larue, et je pense que ceci décrit très bien le problème du moment. Bien.
Donc ces sessions se concentrent sur un certain nombre de questions. Si on, la hiérarchie, hein, c'est qu'est-ce qui est vraiment différent dans cette politique orientée sur la mission? Quelle différence est-ce qu'on trouve avec ce qui existe déjà? Et peut-être plus spécifiquement, on va parler des questions politiques suivantes. L'impact, quel est l'impact attendu des mesures de relance Covid-19 et des prix élevés de l'énergie sur l'innovation verte et les objectifs d'émissions nettes nulles? Puis la deuxième question, c'est comment les approches politiques d'innovation axées sur l'émission peuvent aider les gouvernements à équilibrer et à relier le soutien au déploiement des technologies disponibles et à l'innovation de rupture. Troisièmement, quels mécanismes de gouvernance peuvent assurer la coordination nécessaire à la mise en œuvre réussie des approches axées sur l'émission? Enfin et surtout, quelles sont les implications de ces missions, de ces approches pour les changements comportementaux et les sociaux nécessaires à la transition vers le net zéro? Alors, je vais utiliser mon grand privilège de modérateur pour ajouter ma propre question. Et vous, l'auditoire, en salle ou en ligne, pourront aussi poser vos questions directement dans la pièce, dans la salle, mais aussi grâce à la fonction chat quand vous êtes en ligne. Alors pour explorer ces questions, grâce de différents angles qui se complètent d'ailleurs, eh bien, nous avons un certain nombre d'orateurs qui sont aussi bien des praticiens que des théoriciens dans la matière, extrêmement éminents. Et on va commencer par le vice-président et qui travaille pour l'innovation verte et qui travaille sur les moyens de aller dans notre sens. Elle va nous expliquer pourquoi nous avons besoin de différentes politiques et d'un cadre de sciences et technologies. Elle va nous parler de la direction et dans quelle direction ce cadre devait être rénové. Et puis nous allons aussi entendre Philippe Larue et Mathias Weber qui vont nous donner des vues analytiques de différentes vues diplomatiques, conceptuelles. Ils vont nous parler donc de différents systèmes d'innovation. Philippe travaille à l'OCDE, à la direction de la science et de la politique et de l'innovation. Il a plusieurs activités dans le domaine dans ce domaine, et il travaille aussi sur un projet SDP pour l'innovation et la technologie. Mathias est chef du Centre pour les systèmes politiques d'innovation au sein de l'Austrian Institute of Technology, l'institution autrichienne de technologie. Il est professeur à l'université d'État à Paris. Il est un chercheur bien connu et fait des recherches sur la transformation des systèmes techniques sociaux, l'analyse des systèmes et l'évaluation des sciences, des technologies et des politiques d'innovation. Et puis ensuite, nous aurons Yolande McLeod et Jennifer Gerby qui sont en ligne et qui vont nous parler de comment on peut mettre en œuvre ces politiques dans la pratique. Ce sont deux agences donc pour l'innovation systémique et puis pour d'autre part
eh bien, la recherche donc avancée. Et Goran est directeur général adjoint de Vinnova, c'est-à-dire la division de l'énergie suédoise. Elle est aussi présidente du groupe de travail sur la politique de l'innovation et de la technologie. Il est particulièrement intéressé par les innovations du système pour donc la durabilité et il peut faire des expériences et apprendre à Vinnova un certain nombre de solutions à des problèmes systémiques. Jennifer est directrice par intérim de l'Advanced Research Projects Agency Energy, l'énergie de l'agence pour des projets de recherche avancée, et il lance des projets très avancés et un programme très chargé. Eh bien, sans attendre plus, je vais demander d'abord à Anne Medler de nous brosser le tableau général. C'est à vous. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui pour le forum sur la croissance verte et le développement durable d'aujourd'hui, mais je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler de l'innovation dans le domaine des technologies propres dans le contexte de l'innovation orientée vers la mission pour un avenir à consommation nulle d'énergie sûre. Comme beaucoup le sentent, en particulier ceux qui eh bien, ont eu le Covid, nous nous réunissons alors que le monde subit de profonds changements géopolitiques. Nous sommes à un tournant dans l'histoire de l'énergie, comme l'a très bien dit le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, M. Birol. La guerre en Ukraine a démontré comment l'énergie peut et peut-être est militarisée, instrumentalisée, ce qui ne fait qu'accroître l'urgence d'accélérer la transition énergétique. Donc, il y a quand même une lueur d'espoir dans cette horrible guerre. Et s'il y en a un, eh bien, c'est que cela nous oblige à nous sevrer enfin des combustibles fossiles qui ont coûté et causé tant de ravages sur le climat, sur la sécurité, sur l'équilibre mondial du pouvoir. Mais malgré cette crise aiguë de la sécurité énergétique, pas seulement en Europe, mais avec des répercussions en ricochet dans le monde entier, je suis surprise que nous n'ayons pas assisté à la même percée qu'au moment de la pandémie de 2020, lorsque des équipes de chercheurs du monde entier se sont rapidement réunies pour faire tout ce qu'il fallait pour eh bien, réaliser une avance inédite dans le domaine de la santé, que ce soit pour le développement de l'ARN-M et la production d'un nouveau vaccin en moins de 12 mois. On ne pensait pas que c'était possible à ce moment-là. Et les gouvernements ont mis de côté tout ce qui faisait obstacle à la production d'un vaccin plus rapidement que ce qui avait jamais été fait auparavant. J'ai été surprise de constater que, pour être très clair, même dans un contexte de guerre et d'aggravation évidente de la crise climatique et dans le cadre d'une perspective très réelle d'une désindustrialisation massive en Europe, parce que nous sommes la région où on a vraiment les prix énergétiques très élevés, eh bien, je ne vois que trop peu de cet esprit d'innovation dans le domaine de l'énergie. Pour être juste, les percées dans le domaine de l'énergie sont plus difficiles à réaliser. Le développement, le déploiement et la diffusion de nouvelles technologies prennent généralement des décennies. Le déploiement des technologies existantes et matures continue d'être lent et le succès dépend fortement de l'infrastructure et en particulier le réseau électrique qui a besoin d'être modernisé de toute urgence. En d'autres termes, les percées énergétiques sont le fruit d'un changement systémique, mais il en va de même pour la transition énergétique à laquelle nous travaillons prétendument depuis tant d'années. C'est quelque chose que nous devons faire de toute façon. Alors, nous pourrions tout aussi bien utiliser le contexte politique extrêmement difficile, après des années de pandémie, et maintenant au milieu d'une guerre et d'une crise aiguë de sécurité énergétique, eh bien, nous devrions faire ce qu'il faut pour accélérer une voie que nous savons devoir suivre.
Et comme nous aimons à le dire dans la bulle européenne, ne jamais laisser une bonne crise se perdre. Et c'est vraiment la promesse des paquets de relance du Covid. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une occasion unique de réaliser la transition énergique, parce que la quantité d'argent que nous dépensons déjà et que nous continuerons à dépenser est énorme. Et ce qui m'a frappé, c'est que les gouvernements s'empressaient d'annoncer les plans de relance de plus en plus importants en 2020-2021. Et en fait, c'est le peu d'attention accordée au contenu de ces dépenses massives. Et c'est bien sûr à ce moment-là que Breakthrough Energy a demandé à l'OCDE de creuser un peu plus les chiffres globaux du monde, ce qui a donné lieu à un projet historique de l'OCDE intitulé « Accélérer l'innovation à faible émission de carbone grâce au plan de relance post-crise ». Les chiffres que je m'apprête à vous présenter vous donnent un premier aperçu de l'évolution possible de la transition énergétique, puisque c'est là que l'argent va. Ils montrent aussi quelles sont les priorités des gouvernements et quelles ne sont pas les priorités des gouvernements. Donc voici quelques résultats préliminaires que l'équipe de l'OCDE m'a permis de partager avec vous avec grande générosité et qui me semblent très pertinents pour la discussion d'aujourd'hui. Donc est-ce que je peux passer à la diapo numéro 1? Est-ce que quelqu'un passe les diapos? Oui, d'accord. Donc tout d'abord, et de manière très positive, non, c'est l'autre diapo. Voilà. Les plans de relance de la Covid ont consacré un total de 12 000 milliards de dollars aux technologies à faible émission de carbone. C'est ce qui a certainement dû donner à Fatih Birol une certaine confiance pour affirmer que nous assistons à un tournant dans l'histoire de l'énergie. Diapo suivante. Là, vous pouvez voir que la plus grande partie de cet argent a été concentrée au transport et à la production, à la transmission et à la distribution d'énergie. Et donc, l'industrie et les bâtiments en ont reçu relativement peu, ce qui pourrait bien s'avérer encore plus problématique maintenant parce qu'ils consomment une grande partie du gaz naturel qui a été instrumentalisé, militarisé et qui est extrêmement cher. Alors, mais il faut reconnaître que lorsque ces paquets ont été élaborés, il était difficile d'anticiper ces développements. Mais cela peut aussi signifier que, dans la mesure du possible, nous devons réorganiser les priorités de dépenses en fonction de la guerre, de la pauvreté énergique et essayer de faire en sorte de dépenser cet argent pour pouvoir remplacer nos besoins en gaz naturel. Diapo suivante. Si l'on regarde les différentes étapes du cycle d'innovation, plus de 50% des dépenses sont consacrées à l'adoption. Donc, c'est en grande partie à des technologies propres matures. C'est la barre que vous voyez au milieu là, de la diapositive. Et si vous regardez là-bas à gauche, eh bien, vous voyez que moins de 10% vont à la recherche et développement et à la démonstration de technologies propres émergentes. Donc, dans un monde où la concurrence pour la suprématie technologique est féroce, je dirais que ce n'est pas suffisant. Et en fait, pour nos objectifs du climat, nous savons, grâce à l'AIE, qu'environ 50% des réductions d'émissions supplémentaires nécessaires pour atteindre nos objectifs de zéro émission nette devront provenir de technologies qui sont aujourd'hui en phase de prototype ou de démonstration. Est-ce que les 20% de dépenses de reprise suffiront ici pour qu'il y ait vraiment une différence? On pourra sans doute l'évoquer au moment de la discussion. Pour la diapo suivante, il est important de noter que lorsqu'on voit l'équilibre, les collègues de l'OCDE concluent que lorsqu'on fait la comparaison au plan de reprise après la crise financière de 2007-2008, la réponse à la pandémie, la crise de la pandémie, semble avoir accordé plus d'importance à la recherche, au développement et à la démonstration, et notamment qu'on voit ce phénomène pour les technologies propres avec l'hydrogène, la séquestration de carbone, l'utilisation et le stockage de carbone et les réseaux intelligents. Alors, pour cette diapo, on dit que l'hydrogène, c'est vraiment l'air du temps, c'est le parfum
préféré de tout le monde. Le monde est en concurrence pour que l'hydrogène marche cette fois-ci. Et on voit que les États-Unis prennent au sérieux l'idée de l'hydrogène propre. Et on sait que ce développement pourrait être renforcé grâce à la loi pour la réduction de l'inflation. Mais les résultats montrent qu'on a consacré peu de ressources à l'innovation nucléaire, aux bâtiments à zéro émission, aux technologies de stockage grande échelle, ce qui sera essentiel. Ici, on voit que même avec ces programmes de dépenses énormes, on ne pourra jamais combler les lacunes en matière d'investissement. Le secteur privé sera important pour les investissements. Ici, vous voyez que le CCUS, par exemple, reste une priorité R&D, mais n'a pas le financement nécessaire lorsqu'on voit les besoins à rythme annuel. Alors, je vous encourage tous, et surtout l'OCDE, à approfondir cette question parce que l'innovation en technologie propre est très différente de l'innovation dans les autres domaines technologiques. Et il y a beaucoup d'hypothèses qu'il faut approfondir pour voir comment les investissements privés peuvent être assurés. Il faut des incitations. Alors, pour récapituler, on a de bonnes nouvelles. Les dépenses ou les budgets de reprise ont servi à accélérer la transition énergétique, mais nous avons besoin d'accorder plus d'importance aux technologies qui remplaceront les besoins en gaz naturel et notamment pour l'industrie, pour les bâtiments, dans le contexte de la crise énergétique et sécuritaire que nous vivons en ce moment. Comme prévu, on peut voir que l'accent est sur les technologies propres abouties, mais il y a des évolutions prometteuses lorsqu'on voit la situation en R&D, les démonstrations, et notamment pour l'hydrogène. Et enfin, il y a des écarts d'investissement. Il faut combler ces lacunes afin d'avoir des packages de taille. Bon, moi, je travaille pour Breakthrough Energy, financé par Bill Gates, et je dis donc que le capital philanthropique a son rôle à jouer et devrait jouer un rôle de catalyseur. Il ne faudrait pas négliger la philanthropie. Alors, je conclus comme je fais pour toute présentation en ce moment. Nous avons la crise climatique, nous avons une guerre, nous avons la crise énergétique la plus grave de mémoire humaine. Nous sommes face à la possibilité de la désindustrialisation et de troubles sociaux. Mesdames et messieurs, si nous n'agissons pas maintenant, quand le ferons-nous? Et si on n'agit pas par le biais de l'innovation, comment est-ce que nous le ferons? Je vous remercie de votre attention et je serai très intéressée d'entendre les autres intervenants. Merci, merci beaucoup. Voilà une belle présentation pour nous montrer le contexte. Vous avez signalé l'urgence d'agir. Et nous avons vu qu'avec la pandémie, il y avait une réponse à l'urgence. Et on peut l'extrapoler à la crise énergétique. Vous nous avez donné une vision générale des technologies critiques et le rôle de la recherche. Moi, j'aurais une question de suivi à poser tout de suite. Vu ce défi, nous avons besoin d'une approche gouvernementale intégrée. Et nous avons besoin des technologies, bien sûr, mais serait-il possible de réconcilier les deux approches? Oui, je crois que c'est possible et nous l'avons vu
avec les réponses des gouvernements à la pandémie. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais parlé de l'opération Warp Speed aux États-Unis. C'était la réaction très rapide à la pandémie et le gouvernement a mis de côté tout obstacle au développement du vaccin. Comme je vous l'ai dit, il est plus difficile de le faire dans le contexte de l'énergie, mais nous avons besoin de cet esprit de rupture. Mais l'opération Warp Speed a été orientée par la mission Apollo de la NASA. Il y avait un ensemble de principes sous-jacents. Il s'agissait de partenariats public-privé. Il fallait éliminer tous les obstacles. Et si on avait la détermination, du moins ici en Europe, où nous sommes vraiment en situation de crise, je crois que nous pourrons faire des progrès. Certes, il est difficile d'avoir cette approche gouvernementale intégrée avec la participation des différents ministères et des différents services, et l'agilité est difficile à gérer. Mais en situation de crise, et moi je l'ai vu à l'Union européenne où j'ai travaillé, lorsqu'une crise et là, la crise est prioritaire, quelles que soient les autres priorités. Alors, il faut profiter de cette crise que nous avons aujourd'hui pour accélérer la transition énergétique et pour saisir d'autres occasions. Nous sommes en situation de guerre. La situation est très grave. Merci. Merci beaucoup. Nous aurons un deuxième tour de discussion. Make note that, et je voudrais vous signaler que vous aurez tous la possibilité de vous exprimer. our Q&A session after that. Oui. Okay, let me first turn to Philippe Laroux. Maintenant, je voudrais me tourner vers Philippe Larue. Highlighted the urgency to act. Anne a signalé l'urgence d'agir et a commenté certaines limites des cadres politiques STI. Mais qu'est-ce qu'on voit grâce à la recherche de l'OCDE au sujet de cette approche axée sur les missions? Comment est-ce qu'on peut mieux faire pour accélérer l'innovation verte? Merci, Monsieur le Président, et merci de m'inviter à cette manifestation très intéressante. Oui, avec le STI à l'OCDE, nous avons commencé ce projet en 2019. Nous avons observé cette double tendance. Il y avait la pression de plus en plus importante avec ces défis sociétaux tellement complexes, mais nous ne sommes pas là pour en discuter. Je n'ai pas besoin de les détailler, mais il y avait un consensus de plus en plus général parmi les décideurs politiques et les analystes concernant la déception au cadre stratégique déjà en place. Manu Mazzucato a signalé ce paradigme politique dominant qui était fondé sur les échecs de marché. Un échec, un instrument, et vous avez comme résultat un cadre politique très fragmenté qui n'est pas en mesure de relever les défis systémiques. Alors pour ces défis systémiques, il faut des politiques systémiques. Nous avons examiné différents pays, leur cadre politique, et nous avons vu depuis 2015 et notamment en 2018 une prolifération de ces initiatives très intéressantes. Par exemple, aux Pays-Bas, ils ont 25 missions, chacune avec des objectifs clairs, en réunissant les ministères et les agences dans un esprit de collaboration pour atteindre ces objectifs. En Allemagne, il y a 12 missions. En Norvège, ce ne sont pas des missions nationales, mais il y a 3 agences qui se sont réunies pour les objectifs verts. En Suède, Goran va nous parler des programmes stratégiques où vous déléguez la responsabilité de développer des agendas stratégiques. On les délègue au réseau émergent d'acteurs. Alors, nous avons commencé par une définition pour
pour réunir cette diversité. Et nous avons dit qu'une politique axée sur l'émission est un package coordonné de mesures politiques et réglementaires afin de mobiliser la science, la technologie et l'innovation pour répondre à un défi bien ciblé. Alors, vous avez différentes caractéristiques, mais vous avez un ensemble d'instruments top-down et bottom-up. Il y a tiré par la demande ou poussé par l'approvisionnement. Et nous avons passé en revue les pratiques d'environ 25 politiques de ce type-là. Nous avons la typologie, mais ce que nous avons montré, c'est que ce qu'elles ont en commun, ces politiques axées sur l'émission, ce sont d'excellentes plateformes pour des actions collectives. C'est une initiative collective et vous avez un agenda collectif. Vous avez l'apprentissage des différents acteurs réunis autour de la table. Vous avez les stratégies d'investissement et les ressources qui sont réunies et vous pouvez mettre en œuvre des mix de politiques customisés. Ensuite, on est passé des principes de conception de ces politiques axées sur une émission. Et pour ce faire, nous avons mis l'accent sur un domaine spécifique et nous avons choisi la neutralité carbone. Et comme on l'a entendu, alors, dans quelle mesure est-ce que cette approche axée sur l'émission est mieux en mesure de répondre aux défis de la neutralité carbone? Et pour ce faire, avant de faire du travail sur le terrain, il fallait faire la cartographie des attentes escomptées de ces politiques. Et nous avons fait une théorie du changement de ces politiques axées sur l'émission. Et nous avons vu la chaîne de causalité des effets escomptés. Nous ne le savons pas encore. On a commencé par les principes de conception de ces politiques axées sur l'émission pour aller jusqu'aux résultats. Et on espère avoir des émissions, d'avoir zéro émission. Alors, on a vu qu'il était possible de remplir certaines promesses. Il y a l'approche collective pour la stratégie, pour l'agenda. Vous avez la gouvernance dédiée, vous avez le mix politique customisé. Et on voit une nette amélioration par rapport au cadre existant. Ce qu'on voit aussi, c'est que malheureusement, il n'y a pas encore les politiques systémiques qu'on aurait cru trouver. Si vous voyez les ressources, par exemple, en France, on me dit en France, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, il faut voir qui finance ces approches. Et on voit que ce sont des fonds STI. Alors, nous avons étudié 74 missions et on voit que ce sont des agences responsables des sciences, technologies et l'innovation qui sont leaders. Bon, on réunit différents ministères, différentes agences, mais lorsqu'il faut mettre en œuvre les ressources ou d'avoir des ressources dédiées, on voit que c'est mené par le STI. Mais la bonne nouvelle, il faut conclure avec un peu d'espoir. On voit que parmi les premières missions, et notamment en Suède, on a commencé les programmes d'innovation stratégique il y a des années, et on passe maintenant à la phase 2 avec ces politiques axées sur des missions, et on va même au-delà. On voit qu'il y a un apprentissage et une évolution positive. Alors nous attendons avec impatience l'évolution au cours des années à venir et pour voir l'évaluation aussi de ces missions. Merci beaucoup. Bon, je vous félicite de votre travail formidable à ce sujet et je dirais que ces politiques axées sur des missions ont déjà porté des fruits, mais nous n'avons pas encore les cadres que nous voulions pour l'action collective systémique. Maintenant, je me tourne vers vous, Mathias. Vous avez une perspective unique. Vous êtes à l'Institut de technologie d'Autriche et vous êtes également professeur à l'université Gustave Eiffel. Philippe vient de nous
de constater que les politiques axées sur des missions, avec l'innovation axée sur des missions, ne sont pas en mesure d'effectuer la transformation systémique qu'il faut pour répondre au changement climatique. Comment pourrons-nous faire des améliorations pour relever ces défis? Bon, merci d'avoir posé la question et je voudrais prendre un pas en arrière pour voir ces approches avec l'innovation axée sur des missions qu'on a vues dans plusieurs pays au cours des années passées. Alors, il est frappant de voir que les missions sont basées sur l'hypothèse que l'on est en mesure de définir des cibles plutôt claires. Mais nous vivons une époque où il est de plus en plus difficile de définir ces cibles. Nous sommes en situation de crise, en situation de guerre. Et comme Anne Mettler nous l'a dit, ces crises peuvent nous donner des occasions pour accélérer le rythme d'avancement sur les voies que nous avons déjà définies pour atteindre les objectifs déjà définis. Mais ces crises nous obligent à réfléchir à ce que nous faisons. Je crois que la guerre en Ukraine est une expérience ou un défi qui nous oblige à repenser nos stratégies énergétiques et nous orienter vers les renouvelables et de changer nos structures d'approvisionnement en énergie ou de dépendance à l'échelle mondiale. En même temps, nous avons une rupture, il faut des adaptations, il faut repenser la situation. Et un exemple de cette difficulté à réagir de manière adéquate, ce sont justement ces projets de reprise qu'on a vus en Europe, aux États-Unis évidemment, mais avec les collègues finlandais et suédois, nous avons fait des analyses des plans de reprise au niveau national et au niveau européen. Ces plans de reprise lancés dans différents pays, je dirais qu'un des enseignements clés tirés de ces plans, c'est que beaucoup dépend de la stratégie nationale. Alors que ces investissements d'énormes volumes servent à réorienter ou à déclencher des transitions de notre économie pour quitter les combustibles fossiles, je dirais que cela dépend des priorités politiques des pays en question. Et on peut voir des différences très importantes entre les pays, avec l'équilibre entre des zones prioritaires. Par exemple, vous passez de l'énergie, de l'éducation à l'énergie, à la mobilité, aux télécommunications. Et là, on voit le reflet des stratégies, des priorités politiques à l'échelle nationale. Et on voit des différences chronologiques pour atteindre certains objectifs. Par exemple, vous avez des objectifs climatiques pour l'an 2030, mais vous aurez besoin d'avoir des politiques d'atténuation plutôt que vous l'auriez pour des objectifs pour 2040 ou 2050. Alors, je crois que ces politiques axées sur des missions ont leur rôle à jouer, mais il faut également réfléchir à la génération suivante pour ces politiques d'innovation axées sur des missions au service avec plus de souplesse, où on ne prend pas comme hypothèse de base la définition d'objectifs finaux, mais il faut peut-être dire une modulation d'orientation d'objectifs où on aurait un couloir approximatif à suivre plutôt que d'avoir une ligne claire. Il faudrait trouver une diversité d'acteurs à mobiliser, non seulement pour l'action publique avec une approche gouvernementale intégrée, mais il faudrait la participation du secteur privé et il faut convaincre les citoyens de la nécessité de changer leur comportement. Et là, vous avez le type d'agilité dont il faut tenir compte, avec un impact non seulement sur le secteur public, mais plus loin aussi. Vous avez la nécessité d'ajuster et de répondre aux circonstances changeantes.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de capacité dont a besoin le secteur public pour surveiller et peut-être déclencher et gouverner ce genre de changement? C'est une question, je crois que sur laquelle le Goran pourra plus nous parler, parce que nous sommes confrontés à ce genre, aux capacités que le secteur public et donc les limites de mouvement et de manœuvre. Et donc, si vous avez une organisation qui peut vous apporter orientation et guide, eh bien c'est intéressant, surtout dans le contexte de culture et de styles de politique différentes. Il y a une différence entre la manière dont les processus de changement transformatifs se font dans les pays scandinaves et la manière dont ils sont déclenchés en Corée ou en Japon. C'est vraiment ancré dans des traditions de longue date et les trajectoires gouvernementales sont à ce moment-là beaucoup plus fortes dans ce domaine et peuvent être plus à même de mettre en place ces changements transformatifs. Alors, ce sont des réflexions que je voulais ajouter à ce débat. Je vais conclure en une phrase. Il est aussi très important d'avoir en tête le fait que la Covid est différente de l'énergie et les conditions dans le secteur énergétique est différente. Obtenir des licences dans le secteur énergétique et pharmaceutique sont probablement très longs tous les deux, mais il y a quand même un certain nombre de différences entre les deux dont on doit prendre compte lorsque l'on conçoit les différents pays, pour les différentes politiques pour accélérer et nous diriger vers les transformations d'approvisionnement en énergie et répondre aux crises à court terme auxquelles nous sommes confrontés. Merci beaucoup. Vous avez mis le doigt sur le défi de garder cette perspective à long terme, en particulier lorsque l'incertitude est très élevée. Et vous avez souligné aussi que la mobilisation de tous les secteurs, y compris les secteurs privés, était très important. Et c'est un point très important qu'il faut garder à l'esprit. Alors maintenant, je vais me tourner vers Goran. Je crois que la Suède est l'un des pays qui dirige et qui sont en leader de l'innovation axée sur des missions. Et est-ce que j'ai raison? Et vous êtes aussi à l'avant-garde de cela. J'ai raison? Je ne suis pas sûre, en fait. En tout cas, votre pays travaille sur les prochaines générations de ces politiques, donc d'innovation axée sur des missions. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela signifie pour nous, notamment après la pandémie et dans ce contexte de post-pandémie et de guerre en Ukraine? Je serai un petit peu plus sceptique sur l'excellence de ce domaine. En fait, je vais prendre un peu de recul et réfléchir sur l'histoire depuis 2009, où on a eu le championnat dans l'Union européenne et où nous avons proposé à l'Union européenne de changer donc le programme et la manière de faire. Et comme Philippe l'a déjà dit, il y a quelque chose sur l'apprentissage et nous avons besoin d'apprendre. Et nous avons lancé, en fait on a commencé le premier appel contribution, ce qui est un programme complètement nouveau et qui est censé être donc axé sur les missions. Je reviendrai là-dessus. Mais d'abord, nous avons eu ce programme d'innovation défini par les défis, après d'autres programmes, mais je n'ai pas encore ce que j'appellerais une politique d'innovation tirée par les missions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme Mariana Mazzucato a dit, et ce que je crois qui est très important, et je n'arrête pas d'y penser pour notre conception, mais aussi quand nous regardons vers d'autres pays, est-ce qu'il y a vraiment de cibles très claires pour la transformation? En fait, rarement. Et je pense que ceci est absolument fondamental.
notamment dans les critères qui ont été présentés par Mariana, parce que sinon on parle d'innovation axée vers les missions, des missions donc orientées, mais vous pourrez dire oui, on va dans la bonne direction, mais ça n'est quand même pas vraiment puissant, pas nécessairement. Et donc, nous avons joué avec quelques programmes. Ils étaient très bons, mais pas encore suffisamment puissants. Et donc, si on veut vraiment arriver à la transformation, eh bien, je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure et choisir des cibles vraiment audacieuses et ambitieuses. La difficulté, c'est de faire en sorte que la gouvernance et la structure de la gouvernance fonctionnent. Et ça, c'est vraiment très difficile, comme cela a déjà été dit. Parce que, évidemment, c'est très difficile d'avoir la totalité du gouvernement qui se dirige vers des missions audacieuses et ambitieuses. Et ça, c'est vraiment difficile, en tout cas en Suède. On a essayé, notamment ayant une approche qui va du bas vers le haut, ce qui est très scandinave. Mais je crois que la Covid-19 a changé l'état d'esprit de ce que l'on peut faire. Et en fait, on peut vraiment travailler sur des missions au sein du gouvernement, comme Anne et d'autres l'ont déjà dit. Mais il faut un point de bascule. Mais en tout cas, la guerre en Ukraine aussi, peut-être. Nous avons donc demandé d'entrer à l'OTAN, ce qui est vraiment une grosse étape dans un pays. Et donc, la guerre en Ukraine va encore peut-être faire avancer comme moteur très fort des missions comme direction. Mais ce qui est vraiment prometteur, eh bien, c'est que les entreprises en Suède dirigent une transformation industrielle, essentiellement dans le Nord, basée sur deux transformations. D'abord, l'acier. Donc là, ça fait une transformation de la mobilité, ce qui est basé donc sur les batteries. Et le Nord semble être un très bon endroit parce qu'on a de l'énergie verte. Et puis, deuxièmement, eh bien, nous avons les méthodes de terres rares. Et là, dans quelques années, eh bien, nous l'aurons. Et c'est très important pour l'indépendance et pour l'Europe aussi. Et pour la transition. Alors, toutes ces choses ont lieu, y compris une extraction beaucoup plus verte. Alors, ce a lieu parce que les entreprises pensent que aucune compétitivité sera augmentée ou en tout cas sécurisée pour l'avenir sans être vert. Et peut-être ils peuvent ensuite agir sur le gouvernement. Et c'est ce qui se passe en fait en ce moment. Donc une autre chose, c'est la mission de l'Union européenne. Et en fait, sur les villes neutres du point de vue du climat. Et ça, c'est très important parce qu'ils veulent des villes sans carbone. Et ça, c'est une cible très claire. Et on a le contraire, justement, avec la situation actuelle dans les villes. Et enfin, nous avons l'innovation d'impact, ce qui, j'espère, aussi sera tiré par l'émission. Alors, enfin, les mesures de STI qui ont déjà été mentionnées dans la session précédente, bien, ces mesures STI est fondamentale. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu avant? Peut-être... En fait, j'aimerais bien comprendre pourquoi ça n'a pas eu lieu, parce que le STI, c'est sûr que ça n'est pas une valeur pour Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est quand même très précieux. Donc voilà, en tout cas dans le cas suédois, ça ne sera pas un point de départ, mais peut-être un résultat. Lorsque l'ensemble du gouvernement suit les entreprises, suit les villes, ça fera vraiment la différence dans ces missions que cela peut en créer. Et ça va peut-être créer des innovations dans le STI. Désolé d'avoir été si long. Merci beaucoup. Beaucoup des réflexions tout à fait intéressantes que vous avez partagées avec nous. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers Jennifer Gerby. Vous êtes en ligne? Oui. Très bien. À ce jour, nous avons entendu parler des expériences européennes.
Jennifer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des efforts effectués aux États-Unis pour accélérer ces innovations? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité et pour me permettre d'être ici en virtuel. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous en présence, mais c'est très intéressant d'être invité. En particulier, nous sommes une agence de l'énergie et je pense que c'est très important le lien entre l'énergie et la politique. Ce que nous faisons à ARPA-E, c'est que nous faisons des recherches. Ce que nous faisons vraiment, c'est nous poser la question, quels sont les problèmes qui devraient être résolus et pourquoi cette solution va peut-être faire un impact. En fait, nous sommes tirés par l'impact et ça, c'est extrêmement important. Notre mission, c'est définie par la Congrès, elle est ancrée dans la loi. Vous savez que l'importation d'énergie à avoir avec un certain nombre de problèmes, de pollution, d'autres. Et nous fonctionnons d'une façon complètement unique. Nous avons des directeurs de programme pendant 3 à 5 ans. Ils commencent leur programme, c'est-à-dire qui correspond au problème qui doit être résolu. Et puis, il y a un écart qui doit être comblé pour pouvoir avancer. Et ça correspond à 40 millions de dollars par programme. Et vous avez différents petites entreprises, laboratoires, universités, académiques font donc ce travail. Donc, nous travaillons très étroitement avec nos équipes qui font des tentatives techniques qui ne fonctionnent pas, mais ça ne fait rien. Nous acceptons l'échec technique, si je peux m'exprimer après. Nous pouvons trouver 10 à 12 équipes et puis seulement 3 de ces résultats techniques vont fonctionner, mais ce n'est pas grave. C'est finalement la définition du HORIC, c'est que la plupart de ce que vous allez essayer ne va pas fonctionner. Et il est très important d'accepter cela. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons faire cela, c'est parce que nous avons le mandat que nous avons. Nous n'avons pas de compétition avec les autres, il n'y a pas de promotion, on a une structure de gestion extrêmement simple et nous travaillons très étroitement pour pouvoir faire et nous informons les uns les autres de nos programmes. Nous passons pas mal de temps à mettre sur pied ces programmes en parlant à tout le monde dans le pays et à l'extérieur du pays pour savoir quel type, quelle potentialité il y a, comment on devrait avancer et comment faire en sorte d'avoir un impact. Et donc, il faut faire un test, on doit pouvoir fabriquer et vendre. Nous avons aussi un côté marché commercial. Nous avons des conseillers du marché sur tous ces programmes et nous regardons ces questions et comment est-ce que vous arrivez à faire un impact avec telle technologie. Donc, nous sommes éclairés par nous suivons des politiques, mais nous avons une mission extrêmement pratique et c'est important. Nous sommes constamment en train de tester nos propres idées et donc nous regardons aussi bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous regardons par exemple des choses pour voir un petit peu l'analyse des perspectives du carbone, pas seulement technique mais aussi politique et sociale. Et je peux vous donner un exemple parce que c'est venu aujourd'hui, c'est l'hydrogène. C'est un exemple où l'hydrogène lui-même est un gaz d'énergie à effet de serre qui est vraiment très important. Donc, en utilisant cette technologie, on ne peut pas créer un autre problème qu'il va falloir aussi résoudre. Et donc, nous regardons ces problèmes-là lorsque nous testons les technologies à venir. Et en fin de compte, je pense que l'avantage que nous apportons, ce sont des options. Personne ne peut lire l'avenir, j'aimerais bien. Personne ne savait que la Covid allait arriver. Mais il y a eu des investisseurs dans ARM et ils l'ont fait. Et ils ne se font pas fait ça parce que la Covid allait venir. Ils ne le savaient pas, mais ils savaient que plus d'options techniques nous rend plus résilients. C'est la même chose avec
avec l'énergie. Nous avons besoin de plus d'options. Donc, nous avons un programme extrêmement large sur la fusion, sur la nucléaire avancée, l'agriculture, les combustibles alternatifs, construction, bâtiments. On a des programmes partout et je pense que c'est très important parce qu'à nouveau, nous essayons de proposer des options qui ne sont pas connues maintenant, qui sont pas qui peuvent être faites maintenant, mais pour rendre nos pays plus forts et nous traitons donc des questions d'énergie et de climat. Et on a vu ce qui s'est passé avec la Covid. Il y avait bien entendu il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qui se passe maintenant. Donc la guerre et les conflits tournent autour de l'énergie. Et plus d'options nous rend plus forts et plus résilients. C'est le message que je veux faire passer. Et puis aussi, je voudrais parler à Göring. Il faut jamais qu'un bon prix se perde. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi modifier pour cela, pour essayer de trouver plus d'options pour nous rendre plus résilients pour l'avenir. Merci infiniment. Options. C'est vrai, il faut avoir plusieurs choix. Eh bien, nous avons peut-être un peu de retard, mais nous allons maintenant passer aux discussions. Et donc, je vais demander à Jennifer la question suivante. Le défi clé, c'est d'équilibrer et de relier les soutiens qui existent aux technologies et notamment aux innovations de rupture. Comment est-ce que les missions peuvent aider à faire cela? Nous avons tous à être en harmonie dans ce qu'on essaie dans nos objectifs. Même si on n'est pas d'accord, il faut plusieurs options pour y arriver. L'une des choses que nous faisons à ARPA, c'est de regarder les technologies qu'on a financées et qui fonctionnent. Parfois, le secteur privé peut investir parfois. Ce sont des parties du gouvernement qui le font. Mais certaines technologies n'ont pas encore de marché dans l'énergie propre ou il n'a pas été suffisamment sans risque pour avoir des investissements. Alors, comme agence, ce que nous faisons, c'est que nous commençons un nouveau projet et nous finançons ces technologies pour les faire sortir du laboratoire et les tester et voir si elles peuvent être utilisées aujourd'hui sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, nous avons annoncé, et je suis désolée, je dois partir plus tôt pour justement aller à une manifestation de ce type. C'est la première étape. Nous avons annoncé aujourd'hui un résultat et le gouvernement fait beaucoup de travail pour essayer de voir comment on peut réduire les risques pour faire sortir de nouvelles technologies. Donc, des fonds qui nous permettent d'avoir plus de déploiement. C'est vraiment, en fin de compte, c'est le déploiement. Parce que si vous n'avez pas de déploiement et si vous ne déployez pas sur le marché, vous n'avez pas d'idée de ce que ça va faire. Alors, en fait, ils ont restructuré le département de l'énergie pour permettre cela. On a quelque chose qui n'est pas l'OCDE, mais OCDI. Donc, c'est au bureau pour les pré-démonstrations. Et on est en contact avec eux constamment. Et nous voulons tous, on veut tous arriver à résoudre les mêmes problèmes et on veut les déployer pour savoir comment ils réagissent et comment ils peuvent faire. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très puissant de pouvoir regarder quelque chose dans les laboratoires où il y a des choses vraiment brillantes qui sont concoctées et d'arriver à trouver des passerelles pour pouvoir arriver à des démonstrations et finalement arriver aussi à mettre les choses dans l'usage et avoir un espèce de calendrier pour ça. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. C'est très important parce qu'il faut trouver évidemment l'équilibre entre le déploiement et le développement d'une nouvelle technologie. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires. La question suivante serait quel mécanisme de gouvernance pourrait assurer la coordination nécessaire pour la mise en œuvre réussie
de ces approches axées sur l'émission afin d'atteindre la neutralité carbone. Mathias, voilà une question difficile. Il serait plus facile de dire ce dont nous n'avons pas besoin, et ce serait la micro-gestion. Bon. Que faudrait-il? Il faudrait voir la gouvernance des émissions ou des processus de transformation. C'est comme si on essayait de réunir des chats. Vous avez des agences non seulement du secteur public, mais dans le secteur privé avec des stratégies, des ambitions et des objectifs différents. Alors les éléments ou les instruments qu'on peut essayer de mettre en place pour atteindre ce que moi j'appellerais une coordination soft sont divers et variés. Bon, on peut commencer par une vision partagée, ça c'est un élément soft, et après des projets phares pour montrer que certaines choses sont faisables avec des arguments très forts lors de discussions concernant la voie à suivre. Et si vous avez une diversité d'options, telles qu'on voit avec l'agence américaine, l'ARPA-E, vous pouvez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas avec les différents matériaux. C'est un argument pour alimenter le débat. Mais il y a d'autres éléments dont on peut tenir compte. Il y a la question de la délégation des responsabilités. Alors bon, je suis parfois sceptique lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs très clairs, mais je suis toujours en faveur de la délégation des responsabilités vers les collectivités locales, vers les municipalités pour les municipalités peuvent définir leur compréhension des stratégies de neutralité carbone. Et je crois que c'est un principe important pour atteindre la coordination nécessaire de manière raisonnable et logique, sans avoir besoin d'énormes capacités de la gouvernance du secteur public. Autre aspect concerne la réflexion en termes de processus. Dans le contexte autrichien, et c'est en suivant les missions de l'Union européenne, nous avons des cadres et des processus de gouvernance qui doivent bien sûr répondre aux ambitions de l'Union européenne, mais on met en place des processus au niveau national pour expliciter ce qu'il nous faut en Autriche dans ces 5 domaines. Et on cherche à réunir la communauté autour de ces ambitions. Et il faut bien sûr profiter des occasions qu'on a avec les programmes axés sur les missions de l'UE pour les voir dans le contexte spécifique de ces missions européennes dans l'environnement autrichien. Ceci fait partie des efforts de s'approprier ces initiatives et d'avoir le soutien des populations locales qui sont là pour porter ces actions collectives et pour assurer la coordination nécessaire autour de ces missions. Voilà, ce sont quelques-uns des éléments dont il faut tenir compte. Je vous ai déjà parlé de la situation de la gouvernance nationale. Il faut tenir compte de la diversité de ces pays. Il n'y a pas de taille unique, mais ce sont des éléments constitutifs dont on peut tenir compte pour définir l'approche de ces missions ou de cette approche axée sur des missions. Très bien. Ensuite, il y a la question de l'approche gouvernementale intégrée. Goran, on entend dire qu'il faut une approche gouvernementale intégrée pour assurer la réussite de ces approches axées sur des missions. Qu'en dites-vous et quels seraient les mécanismes nécessaires pour cette approche?
Bon, je ne sais pas vraiment. Mon expérience me montre qu'il est difficile d'avoir cette approche dans un pays tel que le mien. The thread by Matthias. Mais pour reprendre les arguments de Mathias, les villes, les municipalités, vu la mission de l'UE sur les villes, il y a des missions, des engagements qui sont signés, il y a des contrats climat qui sont signés. Il y en a en Suède, certaines villes ont fait plus de progrès que d'autres. Et là, vous avez un engagement pour la neutralité carbone. Alors ça, c'est une innovation institutionnelle, ce qui ne veut pas dire que le travail soit fait. When we are running it. Mais on voit que lorsqu'on avance, et cette approche paraît prometteuse, on voit que en avançant, il faut produire une approche gouvernementale intégrée dans le cadre de la municipalité. Ce qui n'est pas facile. On sait que c'est aussi difficile au niveau municipal qu'au niveau national. Mais si les municipalités arrivent à le faire, elles pourront avoir des plans d'investissement climatique qui recouvrent les différents services au niveau municipal. Alors, ça serait une approche gouvernementale intégrée qui arrive à ce niveau-là. Mais ce qu'on voit aussi, et cela dépend des capacités, on pourrait renforcer les capacités de ces villes-là, mais ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, on demande que le niveau national agisse, que les agences nationales appuient dans leurs ambitions. Nous ne savons pas si ça marche, mais il y a 6 agences qui ont signé des accords pour dire nous allons vous soutenir par rapport à la mission de l'UE. C'est une approche verticale et plutôt prometteuse, mais nous ne savons pas si ça va marcher. Mais si le tout aboutit, il faudrait encore une approche innovatrice, une approche gouvernementale intégrée. Mais on voit qu'il y a une réussite étape par étape. Je ne pense pas que nous ayons une solution qui vienne du gouvernement du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut. Et on ne veut pas de cette approche gouvernementale avec une micro-gestion. Ça, c'est l'approche que moi, je vois de mon pays. C'est comme ça en Suède, mais je suis sûre qu'il y a des expériences similaires parce qu'il y a d'autres municipalités, d'autres villes européennes qui participent. Alors, plutôt que de poser la question de la façon de procéder en partant du gouvernement en haut vers le bas, je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de le faire dans l'autre sens. Et il faut savoir que ces investissements au niveau municipal sont énormes et c'est un facteur pour une bonne participation, pour avoir une vraie innovation commerciale et les entreprises, les acteurs privés le comprennent. Alors, c'est très important lorsqu'on voit les arguments de Mathias et les citations qu'on a eues de l'article de 2012. Oh, merci. Alors cet équilibre entre l'approche top-down et bottom-up est essentiel, bien sûr. Maintenant, je me tourne vers Philippe. Alors l'une des questions politiques concerne les implications de ces approches d'innovation axées sur des missions en vue d'effectuer des changements comportementaux et sociaux nécessaires pour la transition vers la neutralité carbone. Alors, à quel point est-ce que ces changements d'ordre comportemental ou sociétal sont importants pour cette transition et comment est-ce qu'on peut déclencher ces changements et comment est-ce que l'approche axée sur les missions peut nous aider à le faire? Bon, comme on l'a dit, cette capacité
de cette approche d'accélérer l'innovation verte et de transformer les systèmes technologiques constitue vraiment une des contributions attendues. Et notre étude montre que pour le moment, au stade où on en est, parce que c'est très récent, la plupart de ces expériences remontent à 2018-2019. C'est vraiment juste le début. On n'a pas encore l'innovation systémique, mais il faut des innovations non seulement technologiques, mais également sociales. Si vous pensez aux véhicules électriques, si vous voulez que tout le monde ait un véhicule électrique, vous ne pouvez pas avoir Tesla pour tout le monde. Il faut des changements concernant la mobilité. Mais les missions que nous avons étudiées nous montrent, du moins pour la plupart, des approches intéressantes. On voit qu'on intègre la dimension sociétale dans la conception même des missions. Je peux vous donner quelques exemples, mais le rapport final sera publié début 2023. Prenez l'exemple du programme irlandais de Irlande. Là, ils ont institutionnalisé au sein de leurs équipes de chercheurs et d'acteurs industriels, ils ont intégré le rôle d'un champion de changement sociétal. Et ce champion doit intégrer au sein d'une équipe de chercheurs les compétences non techniques afin que la dimension sociétale y reste comme élément constitutif du projet, et qu'il y ait cette présence à travers tout le processus de recherche, de développement et de démonstration. Évidemment, il y a une tendance à diluer ces efforts collectifs et on finit par avoir une approche plus fragmentée des silos. De même pour l'Autriche avec la ville, le programme de la ville neutre en carbone. Alors, c'est la même idée. Aux Pays-Bas, on a créé des équipes transversales comme équipes qui aident les équipes dédiées aux missions, les 25 missions dont j'ai parlé. Et une de ces équipes vise l'intégration et on cherche à soutenir ces équipes avec la méthodologie institutionnelle pour développer des théories du changement. Il y a des ateliers pour travailler sur l'agenda stratégique. Un élément que nous voyons dans certaines émissions, pas dans beaucoup malheureusement, c'est la question de la gestion, la direction. Et on a vu comment aller au-delà du soutien des projets uniquement pour les qualités intrinsèques des projets. Bien sûr, il faut des projets de qualité, mais dans ce paradigme systémique, il faut comprendre et évaluer des éléments extérieurs au projet. Il faut voir comment ces projets rentrent dans un projet de portefeuille plus large et comment ils pourront contribuer à la mission en question. Ce n'est pas uniquement le projet isolé, mais il faut voir une contribution dans un contexte plus général. Alors c'est très intéressant et nous avons tiré beaucoup d'enseignements de ces expériences et nous espérons que l'OCDE pourra formaliser ces bonnes pratiques et les diffuser au sein de la communauté de l'OCDE. Très bien, merci. Maintenant, j'ai une question pour vous, Anne. Bon, nous avons discuté pour la plupart des réponses nationales avec l'innovation pour répondre à la crise climatique, mais c'est un défi mondial. Et demain, nous avons une séance du forum pour traiter des défis, des opportunités de coopération internationale pour la science et l'innovation verte. Mais j'aimerais entendre votre point de vue à ce sujet. À votre avis, quel serait le rôle de la coopération internationale dans le contexte de l'innovation verte et comment est-ce que nous pourrions assurer une meilleure coordination des initiatives nationales? Est-ce qu'une approche axée sur les missions serait pertinente dans un contexte international? Anne.
Voilà une excellente question. Merci beaucoup. Vous le savez sans doute que Bill Gates a aidé à créer Mission Innovation. C'est l'effort extraordinaire du monde pour créer de l'énergie propre. C'était fondé en 2015 et moi j'ai beaucoup appris grâce à Mission Innovation. Mission Innovation est un groupe de 22 pays et de la Commission européenne, alors des pays du Nord et des pays du Sud. Et ce que je voudrais dire, grâce à mon expérience et là où nous avons essayé d'aider cette agence Mission, cette organisation Mission Innovation, c'est que les gouvernements ne peuvent pas tout faire seuls. Et la question est de savoir comment faire participer le secteur privé. C'est notoirement difficile, on le voit dans les différents forums multilatéraux et autres. Et je voudrais juste vous donner quelques réflexions que nous avons eues. La première étape pour nous, c'était de faire en sorte que les pouvoirs publics comprennent que l'innovation dans le contexte de l'énergie propre est très différente de l'innovation dans d'autres domaines, tels que le domaine numérique. Alors, l'innovation dans les technologies propres exige beaucoup de temps. Je l'ai dit dans mes propos préliminaires. Il faut parfois des décennies. Il y a beaucoup de risques. Il faut un énorme financement. Les pouvoirs publics doivent consacrer beaucoup de ressources financières et de même pour les entreprises privées. Mais la différence lorsqu'on a l'innovation dans l'énergie propre, c'est que parfois on ne voit pas la différence. Il n'y a pas de différence visible. Si vous avez de l'acier vert que vous comparez à l'acier riche en carbone, vous ne verrez pas de différence. De même pour les engrais, entre les engrais verts et les engrais à forte émission de carbone, ce qui rend ce travail très difficile dans ce domaine de l'énergie propre. Bien sûr, le secteur privé comprend la nécessité de travailler avec ces nouvelles technologies, mais les gouvernements doivent réfléchir aux incitations nécessaires. Il y a un autre élément que nous avons constaté, et Goran l'a évoqué aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on a de l'acier vert? Il y a cette technologie émergente en Suède. C'est parce qu'il y a une source d'énergie renouvelable en quantité à un prix raisonnable. Alors, il y a ces technologies abouties avec l'hydroélectricité, l'énergie éolienne dans le nord de la Suède. Et c'est pour cette raison-là que vous avez de l'acier vert et vous avez la production de batteries. Il faut voir ces effets en cascade. Vous n'aurez pas d'entreprise qui cherche à investir dans les technologies émergentes s'il n'y a pas cet accès à une source importante d'énergie verte renouvelable à un prix raisonnable. Alors, il faut réfléchir à beaucoup d'éléments. C'est très complexe. Et pour revenir à un autre argument que j'ai déjà évoqué, les gouvernements doivent accorder plus d'attention aux incitations proposées au secteur privé pour que le secteur privé investisse. Je crois que la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis vient de le faire avec un crédit fiscal accordé à la production de l'hydrogène vert. En Europe, on parle de contrat carbone pour faire la différence. Alors, il nous faut toute cette réflexion pour trouver les incitations nécessaires et pour réduire les risques. Alors, si vous voulez réduire les risques, il faut fixer des cibles ambitieuses. Alors, on dit par exemple, d'ici 2030, il faut autant de carburant pour le transport aérien qui soit vert. Il faut fixer des cibles ambitieuses parce que ces ambitions réduisent le risque des investissements. Il faut des financements mixtes aussi. Les gouvernements ne peuvent pas agir seuls. Et comment préparer des forfaits de financement mixte et comment faire? Est-ce que c'est sous forme de crédit ou d'apport en capitaux? Et enfin, je dirais que moi, je demande toujours des partenariats publics-privés pour la génération à venir. Et je crois que pour nous, avec Breakthrough Energy, nous le faisons, et notamment avec un programme de Catalyst Breakthrough Energy. Et c'est avec
l'ambition sur le marché, mais si nous n'avons pas tous les participants du côté public, du côté privé, avec les différentes organisations, on voit que si on a cette collaboration, on peut avancer beaucoup plus vite. Alors, Catalyst vient d'annoncer un investissement dans les carburants d'aviation durable. Il y a d'autres domaines de ces technologies qui vont suivre. Mais ces domaines doivent réfléchir, doivent être la source de réflexion pour trouver les incitations du secteur privé. Parce que, par définition, les entreprises réussies sont multinationales. C'est une réflexion qui n'est pas forcément à l'échelle locale, c'est à l'échelle internationale. Et si vous prenez l'activité de l'aviation, je crois que c'est une approche positive. Mais en général, il faut beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de travail. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, le partenariat privé-public est la clé pour la coopération internationale. Eh bien, je suis désolé, nous avons pas mal de retard sur le programme. Je vais maintenant prendre des questions que vous voulez poser dans la salle ou en ligne à nos panélistes. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main. Très bien. Un micro, s'il vous plaît. Stuart Elgie, professeur du Canada. Je voulais revenir sur un point sur la gouvernance et le leadership pour faire que les programmes soient réussis. Ayant ces programmes du haut vers le bas par les gouvernements, c'est très difficile. Les gouvernements ne sont pas vraiment allergiques au risque, mais néanmoins, il faut absolument que nous les fassions participer. Alors, ces initiatives doivent commencer à l'extérieur du gouvernement, mais en faisant intervenir le gouvernement de manière à ce qu'il soit autour de la table, puisse regarder. Il y a des exemples qui montrent que cela fonctionne. Et est-ce que ce ne serait pas une manière plus fructueuse d'effectuer plutôt que le gouvernement pense qu'il doit réellement détenir le projet pour les questions excellentes. S'il y a une autre question, je vais la recueillir et ensuite on passera aux réponses. Oui? Oui, ma question porte sur cette idée de cible. Vous avez parlé de missions européennes, nationales, de villes, donc la conceptualisation finalement change les cibles. En fait, il faudrait regarder les propositions de changement et leur valeur. Est-ce que vous pensez que ces missions ne devraient pas être mises en fonction du changement et la valeur du changement plutôt que de cibles? Et quelles sont les mesures? Quelle est la mesure que vous utilisez ou d'indicateurs en tout cas utilisés pour regarder ces cibles conceptualisées? Doc Robinson, je suis de l'Institut de Host Mathias à Paris. Merci. Une autre question excellente. Je suis désolée. Peut-être une troisième question. Oui, très rapidement. Oui, merci à tout le monde sur le panel, vraiment très intéressant. L'une des choses frappantes quand on regarde cette question, c'est quand on regarde le risque, l'incertitude et les niveaux acceptables d'échec, c'est assez intéressant de ce qu'on a entendu de notre collègue des États-Unis, quand une grosse partie des projets en fait échouent. À Philippe en particulier, je pose cette question. Quand vous pensez à la théorie du changement et que vous pensez à des passerelles missions orientées sur les missions, eh bien, si vous pensez au gouvernement, ils ont une pression vraiment pour montrer que l'argent du contribuable a été utilisé de manière raisonnable et donnant des résultats. Donc, quand vous pensez à ces cadres missions,
comment vous réagissez en ce qui concerne ces incertitudes et ces niveaux acceptables d'échec? On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas vraiment comment on va y arriver. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, eh bien, je vais vous demander de répondre aux questions. Vous pouvez les choisir, les questions à laquelle vous voulez répondre et faire une réponse. Vous avez 1 minute par réponse. Merci. Je vais essayer de répondre à 3 questions. Dans notre cas, nous invitons les acteurs à diriger. C'est ce que nous avons fait. Ça, c'est pour la première question. Même dans nos premières générations, 2e ou 3e génération, finalement, nous avons le gouvernement qui soutient les projets et pour les générations d'impact aussi. Et puis, nous les invitons à vraiment avoir des cibles très audacieuses, ambitieuses. L'acier vert ne serait pas vert si nous ne disions pas que nous avons besoin vraiment de tout dans ce système complexe. Donc on ne va pas accepter simplement une mission technique. Nous avons besoin d'avoir des activités dans le nord de la Suède. Ça a été l'erreur qu'on a fait il y a des années. Et c'est la raison pour laquelle ces sociétés dans le nord se sont appauvries. En fait, nous ferions des hypothèses de changement et donc on fait une évaluation lorsque l'on traite de l'incertitude sur le long terme. Et ça, on se met à ce moment-là des cadres d'évaluation avec une évaluation sur le temps des risques et du changement. Les gouvernements ont compris que quand on a besoin de transformation pour survivre, il faut prendre des risques. Et je pense que le Covid a changé les choses. Et je pense que les gouvernements se sont adaptés. Oui, mon collègue a déjà parlé. Sur le leadership, inviter les autres à diriger, c'est déjà une marque de leadership. Et donc, la question de savoir qui saute le premier. Je crois que le gouvernement suédois a déjà commencé et a pris la première initiative et fait en sorte que les différents acteurs travaillent les uns avec les autres. Et parfois, le gouvernement peut faire pression dans un environnement démocratique. Peut-être que nous pourrions discuter de certains points sur les cibles. Je crois que la contextualisation des cibles, c'est très bien, notamment pour les propositions de valeur. Ça, il faut voir. On n'a pas simplement un modèle qui va résoudre tout. On n'a pas non plus une cible qui va tout régler. Il faut voir ce qui est acceptable du point de vue de l'échec et de la prise de risque. C'est quelque chose qu'il faut négocier. On a vu l'année dernière que des agences orientées vers finalement la mise à échelle. Et je dois dire que ça a été assez difficile du point de vue de l'administration publique, de la gouvernance publique, parce qu'il y a une question de légitimité, mais aussi de motivation, de justification de la raison pour laquelle vous faites de tels choix. Alors la perte et les échecs, c'est vraiment des questions complexes. Oui. Alors, sur le risque, une réponse pourrait être le mandat politique sur ces missions. En général, elles sont très visibles. Donc, l'on peut déterminer le niveau de risque. Le gouvernement peut en choisir un. Et ce que Mathias a dit est intéressant. La beauté des missions, c'est que vous allez les intégrer dans un cadre stratégique et il y a différentes missions. Certaines sont plus ou moins risquées. Et ce que vous voulez, c'est que vous équilibrez le risque en vous embarquant dans différentes options
missions avec différents niveaux de risque. Et vous essayez d'avoir quelque chose qui est acceptable par la société. Et puis la troisième réponse, eh bien, se trouve dans l'évaluation. Vous pouvez établir des risques, mais si vous savez qu'à la fin, il y aura quand même une responsabilité et des comptes rendus, comment créer cette situation pour quelque chose qui va échouer. Et ça n'a pas encore été vraiment développé et étudié pour les missions. Et on en est vraiment au tout début de l'aventure. Et on essaie déjà d'évaluer avec des méthodes d'évaluation qui sont appropriées pour la nature même des missions. Comme nous l'avons dit, c'est quelque chose, comment évaluer quelque chose qui peut échouer. Et on en est au tout début. Merci. Merci. Anne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Avec plaisir. Merci beaucoup. Je voulais répondre à la première question, si les initiatives devraient avoir lieu à l'extérieur du gouvernement. Et moi, je encouragerais cela parce que je suis confrontée j'ai été dans une situation comme cela lorsque j'étais directeur général de la Commission européenne. Et pour bien le tester, les ingénieurs sont venus me voir en me disant nous avons une idée d'entreprise. Et nous avons pris cette initiative, on l'avons présentée à IT Énergie, qui se trouve à l'extérieur de la Commission européenne, et ils en ont vraiment fait une vraie réussite. Tout a fonctionné, et maintenant c'est la plus grande usine d'Europe. Ils ont des banques d'investissement autour de la table. La Commission a vraiment participé aussi, agi aussi, mais en tout cas nous avons entraîné tout le monde dans la chaîne de valeur, y compris les parties prenantes, les entreprises d'automobiles. On dit si vous faites des batteries, eh bien, nous allons les acheter. Et donc, on a eu l'élément politique de la Commission européenne. Tous les acteurs se sont rassemblés, ont travaillé ensemble. Et en tout cas, sur la carte, lorsque l'on a vu la production de batteries, eh bien, dans une période de temps très rapide, il y a eu de gros résultats. Donc, je pense que c'est un modèle qui devrait être étudié. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Quand on parle de la théorie du changement, on a besoin d'une nouvelle théorie du changement. On a vécu dans une question de perturbation permanente, c'est que M. Juncker appelait la polycrise. Donc 2008, enfin bref, je disais toujours qu'il faudrait faire plus de réflexion stratégique parce que l'on voit les tendances mondiales, on voit ce qui est à l'horizon, mais l'appareil gouvernemental a vraiment du mal à réagir en temps et en heure dès le début. Et il faut vraiment développer des modèles qui sont beaucoup plus adaptables à cette nouvelle réalité où une crise n'est pas une exception, c'est la norme. Et donc, il faut réfléchir à des solutions. Et une personne a dit que ce qui nous donne la résilience, c'est intégrer et parier sur plusieurs technologies ou plusieurs options. Et j'ai pensé que c'était vraiment très, très intelligent. Et quand on parle des orientations vers les missions, c'est à ça qu'il faut penser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Cette discussion est vraiment très, très intéressante. Mais, nous en avons terminé. Nous n'avons plus de temps. Mais si nous pouvons peut-être rester quelques minutes supplémentaires, la dernière question très importante et que je voudrais poser à tous nos invités, quel est l'écart clé en termes de connaissances donc des domaines de travail pour le CDE et d'autres organisations. C'est vraiment une question qu'il faut absolument poser à ce forum. Et donc, je voudrais poser à chacun des invités de me répondre en une ou deux phrases, s'il vous plaît.
Eh bien, je crois que la connaissance clé, c'est comment organiser les missions pour être complètement systémiques, comment pouvoir les systématiser et que, comme Mariana a dit, il faut qu'il soit même peut-être au haut des ministres, au-dessus de tous les ministres. Est-ce qu'il doit être relié au Premier ministre, au bureau du Premier ministre ou d'autres? Et deuxième question porte sur quel type de capacité du secteur public et comment le renforcer. Est-ce que nous avons besoin réellement de faire marcher des missions? Vous pouvez imaginer comment le changement en termes de mentalité, d'outils que ces agences ont pour pouvoir effectuer cela. Il faut changer la culture dans sa totalité et tous les outils et les procédures pour pouvoir y arriver. Merci, Mathias. Pour ajouter à la liste de Philippe, l'un point très important, c'est le changement de l'organisationnel. Je pense que l'organisation du secteur public doit changer beaucoup si l'on veut pouvoir mettre en œuvre les missions, aussi bien en termes d'agilité du processus interne, mais en particulier aussi en ce qui concerne l'ouverture dans ce qui est fait et essayer de s'éloigner des silos qui existent encore et arriver des réseaux plus transversaux faisant intervenir tous les ministères qui puissent avoir donc la possibilité pour la mission de bénéficier de tout cela et de la faire marcher en avant. Et c'est bon, c'est vrai pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé, pour des organisations du secteur tertiaire, etc., etc. Merci. Merci. Il y a une longue liste, mais je dirais nous avons un laboratoire vivant ici. Il y a beaucoup de pays qui font des tentatives de différentes manières, mais nous avons encore beaucoup à faire pour apprendre de ces expériences en profondeur. Et donc, ces expériences ont commencé. Philippe et d'autres au sein de l'UCDE. Mathias, vous contribuez aussi en regardant en dessous pour voir vraiment ce qui se passe dans l'orientation mission comment est-ce que les structures gouvernementales fonctionnent et apprennent de l'intérieur. Et puis, il y a vraiment un apprentissage en profondeur à faire. Je crois qu'il faut ajouter cela à la liste. Et à ce moment-là, ça permettrait d'être encore plus efficace. Anne, est-ce que vous voulez ajouter très brièvement quelque chose? Je crois qu'il faut mieux comprendre l'articulation entre les personnes en place et les industries et les jeunes entreprises. Je crois que notre expérience, c'est que beaucoup des technologies de rupture nouvelles et avant-garde viennent des entreprises vraiment jeunes. Et donc, le dilemme des innovateurs, est là. Je pense qu'il faut travailler plus pour que les grandes entreprises, les industriels, en contact avec ces jeunes entreprises qui apportent tellement sur la table. Et il faudrait faire cela de manière organisée. Merci infiniment. Donc, nous avons un petit retard. Donc, je vais conclure cette session. Je crois que c'est une discussion tout à fait excellente. Et je voudrais remercier tous les invités excellents qui ont participé dans ce panel, mais aussi l'auditoire qui a posé des questions tout à fait remarquables.